Monsieur le Vice-président, en général, Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de la prise en charge des tumeurs de l'appareil locomoteur en situation sanitaire dégradée. Donc, c'est une communication qui a été faite à la fois par l'équipe de l'hôpital de Bercy, des militaires, et l'équipe de l'hôpital Cochin, qui est le plus gros centre de référence en charge des sarcomes osseux. Pourquoi on s'est posé cette question? Finalement, c'est parce qu'au sein de la formation à l'AMP dans le Cachamex et ensuite après avec les retours d'expérience des orthopédistes projetés, on s'est rendu compte que souvent il y avait des grandes interrogations face aux patients qui présentaient des tumeurs de l'appareil locomoteur en mission, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ou surtout qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour justement aider sans nuire, sachant qu'on sait que dans l'AMP on essaye surtout de faire des pathologies simples qui permettent d'améliorer les choses à moindre coût. Et donc évidemment, lorsque les recommandations de prise en charge des baignades industrialisées ne sont plus applicables, on se pose des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Et donc le problème il va être triple, un problème diagnostique, puisque quand on parle de milieu dégradé, en tout cas pour cette communication, on considère qu'il n'y a pas d'IRM et pas d'anapat, ce qui est problématique pour la prise en charge des cancers, évidemment. Des problèmes thérapeutiques, puisqu'on n'aura pas de moyens de reconstruction osseuse, pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie. Et enfin, il ne faut pas négliger un problème socio-culturel, puisque les patients qu'on sera amenés à prendre en charge ne sont pas occidentaux, pas forcément la même culture que nous, et donc l'acceptation de l'amputation, par exemple, est beaucoup plus complexe pour eux ou pour leur entourage. Voilà, donc nous allons suivre quelques principes généraux pour poser un peu les bases du problème. Les tumeurs de l'appareil locomoteur, c'est rare, et en France, en tout cas, elles sont prises en charge exclusivement dans des centres de référence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chirurgien généraliste ou orthopédiste qui n'est pas, qui ne travaille pas en centre de référence, il ne sera jamais confronté aux tumeurs de l'appareil musculo-squelettique et il les enverra systématiquement vers les centres de référence. Il y a peu de chirurgiens qui en ont l'expérience et rien qu'au moment du diagnostic, ça peut poser problème. Il faut évidemment redouter les sarcomes qui sont très gravissimes, mais il faut se rappeler que dans les tumeurs osseuses malignes primitives, enfin dans les tumeurs malignes osseuses, seulement moins d'1% sont des sarcomes. Finalement, il y a beaucoup de localisations secondaires de cancer autres. En revanche, pour les tumeurs des parties molles, il y en a plus de 98% qui sont bénignes, donc qui pourront être, dont on pourra réaliser l'exérèse avec succès. Grosso modo, les tumeurs osseuses, elles peuvent être malignes, primitives comme on l'a dit, c'est rare mais grave, ou secondaires dans la plupart des cas. Alors c'est vrai dans nos pays où l'expérience de vie est assez longue, en Afrique c'est pas forcément autant le cas, on va le voir. Ensuite, elles peuvent être des tumeurs osseuses bénignes crescentes, comme l'exostose, qui posent souvent assez peu de problèmes, et bénignes agressives, qui même si elles ne mettent pas en jeu le pronostic vital du patient, peuvent mettre en jeu son pronostic fonctionnel. On sait que c'est plus simple de traiter une tumeur bénigne agressive quand on doit sur la radio avant sa fracture qu'une fois qu'elle est fracturée, parce qu'elles sont très difficiles à faire consolider. Concernant les tumeurs des parties molles profondes, j'insiste sur le profond, parce qu'on ne va pas traiter de la pathologie cutanée ou superficielle, elles peuvent être évidemment bénignes ou malignes, et lorsqu'elles sont malignes, ce sont quasi exclusivement des sarcomes, même s'il y en a de nombreux types. Quelques points de prise en charge actuels. Dans la prise en charge des sarcomes, le traitement local est évidemment chirurgical, il faut réaliser une exérèse carcinologique, comme dans toutes les spécialités. Ensuite, on va réaliser de la radiothérapie, selon les marges, exclusivement des sarcomes des parties molles. Et évidemment, comme pour la plupart des cancers, le traitement de la maladie générale n'est pas chirurgical. Dans certains cas, comme le chondrosarcome, il n'y en a pas d'efficace. Sinon, c'est évidemment la chimiothérapie qui va améliorer le pronostic vital des patients. Concernant les tumeurs bénignes, lorsqu'elles sont osseuses, on peut réaliser des curetages coulements, on enlève la maladie, on comble avec ou de l'allogreffe osseuse ou du ciment éventuellement qu'on peut avoir en milieu dégradé. Et pour les lésions des parties molles, lorsque ce sont des tumeurs bénignes, évidemment la résection elle sera simplement marginale. Donc évidemment la prise en charge adaptée d'une tumeur nécessite de savoir de quelle tumeur il s'agit et donc une confirmation histologique qu'on ne peut pas avoir en milieu dégradé. Évidemment il faut aussi un bilan d'extension, un petit message de pronostic sur les ostéosarcomes. La survie à 5 ans des ostéosarcomes non métastatiques, lorsqu'il est réalisé une amputation sans chimiothérapie adjuvante, elle est de 10 à 20%. En fait, c'est la même espérance de vie que sans amputation. Donc, vous allez voir, c'est un message assez redondant. Finalement, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice sur la survie globale à réaliser une amputation à un patient atteint d'un ostéosarcome. Donc, quelques points d'épidémiologie, c'est très rapide, puisqu'évidemment, il y a assez peu de papiers qui sortent en Afrique, et ceux qui sortent, en plus, ils viennent des pays les plus développés, qui peuvent donner une image faussée de l'accès aux soins que peuvent avoir ces patients. Très clairement, il y a un sous-diagnostic qui est important du fait de l'accès difficile aux soins. Il y a beaucoup de patients qui ne sont jamais pris en charge et qui ne rentrent pas dans les séries.
et on a l'impression que l'incidence et les caractéristiques sont proches de l'épidémiologie européenne. Donc, sur cette série camerounaise, on voit que dans les tumeurs osseuses malignes primitives, il y a 39% de sarcome, et ensuite les étiologies classiques, les lésions osseuses malignes secondaires aussi, avec les mêmes étiologies qu'en France. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que pour cette équipe, ils considèrent, alors c'est au Cameroun, ils ont quand même un réseau de soins assez développé, que la vraie fréquence doit être considérée comme au moins 10 fois plus élevée du fait de la faible médicalisation du pays et aussi de la connaissance limitée de ces maladies. Ici, sur une série au Nigeria, ce qui est intéressant, c'est de voir que, sachant que le Nigeria, là aussi, ont des capacités sanitaires qui sont assez développées. Sur les sarcomes osseuses, seuls 15% d'entre eux ont bénéficié de chimiothérapie et ou de radiothérapie, et seulement 50% ont accepté l'amputation. Donc ça va ce que je disais tout à l'heure par rapport aux facteurs socioculturels à prendre en compte aussi. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est difficile d'imposer l'amputation quand elle est vraiment très mal perçue par l'entourage et que le patient peut être rejeté par sa communauté. Ce qui est intéressant là encore, c'est qu'aucun patient n'ait eu d'IRM ou de scanner du fait des contraintes financières. Donc, concernant la prise en charge en situation précaire, évidemment, elle va être rendue difficile par un faible accès aux soins. La plupart des patients vont arriver extrêmement tard. Déjà, on voit, nous, l'endroit où on fait le plus d'aide médicale à la population, c'est au Tchad. Le délai moyen de prise en charge d'une fracture diaphysaire du fémur chez un patient de 20 ans, je pense qu'il est entre 6 mois et 1 an. Donc, imaginez pour une tumeur où le patient va avoir une boule qui grossit, qui ne va pas le gêner pour faire ses travaux au quotidien, alors qu'il a une consulté, ça peut être extrêmement long. Et surtout, ces tumeurs, elles peuvent être aggravées par des méthodes traditionnelles. Ils réalisent principalement quand il y a une tuméfaction, des scarifications. Donc ça peut donner un tableau mixte ensuite de tumeurs et d'ostéoarthrite qui compliquent la prise en charge. Les moyens diagnostiques qui sont limités, on part du principe qu'il n'y aura que la radiographie et l'échographie, parfois le scanner, notamment dans les rôles de français, mais en revanche quasiment jamais. L'anatomopathologie est parfois possible, mais surtout elle est rarement fiable. Pour ceux qui en ont pas l'habitude, il faut se dire par exemple en Ile-de-France, il n'y a qu'un seul centre qui est fiable dans la lecture des lames de sarcome. Et quand il y a des patients qui sont pris en charge pour des sarcomes osseux dans d'autres centres, elles sont systématiquement relues à Cochin. Et il y a quand même encore un taux d'erreur important du fait du faible nombre de sarcomes. En fait, c'est moins de 800 sarcomes ostéosarcomes en France par an. Enfin, les moyens thérapeutiques évidemment insuffisants. On va avoir des limitations matérielles majeures. On ne peut déjà pas mettre de prothèses aux fractures du col du fémur, donc évidemment que des prothèses massives, on n'en a pas. Et les moyens médicaux, pas d'accès au traitement adjuvant ni aux soins de support. Quelques notions. Donc là, ça fait un peu catalogue, mais finalement, c'est pour que ensuite les gens qui auront besoin puissent retrouver un peu les messages clés qu'il faut garder. Donc, la première notion, c'est qu'on ne meurt pas du développement local d'une tumeur musculo-squelettique de l'appareil locomoteur. Donc finalement, en l'absence de surinfection, il n'y aura jamais de bénéfice sur la survie à amputer le patient. Ensuite, il n'y a pas d'évidence scientifique que le traitement local de cette tumeur ait une influence sur le développement de la maladie générale. Et dernier point, la résection marginale d'une tumeur maligne par opposition à la résection large, si elle expose à un taux de récidive plus élevé, n'a pas de conséquences négatives sur l'évolution générale de la pathologie. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux éviter de faire des gestes majeurs si dans ces situations dégradées, où en plus on n'a souvent pas le diagnostic précis. Donc les messages, c'est d'une part que la chirurgie n'a pas pour but de sauver la vie du patient, de mettre souvent des ostéosarcomes jeunes du fémur distal avec l'espoir que l'amputation pourrait les sauver. Ça n'est pas le cas et il ne faut pas faire croire l'inverse à la famille, parce que forcément sinon ils vont être déçus. L'objectif, il peut être uniquement d'améliorer immédiatement le patient sur le plan local, ou pour une infection, ou pour un problème fonctionnel comme une fracture pathologique. Et un traitement chirurgical local mal fait, il n'aura évidemment pas de conséquences sur l'évolution générale de la maladie, mais il peut en avoir localement. Si on tente une reconstruction avec des moyens qui sont limités ou pas d'antibiothérapie possible et que le patient s'infecte, finalement on peut aggraver son cas. Donc, quelques notions d'orientation diagnostique. Finalement, souvent on découvre un patient qui peut avoir une masse. Le délai d'apparition, on n'a pas d'éléments précis. Ce mode de découverte peut évidemment être variable. Et il peut y avoir aussi des interventions, comme je vous l'ai dit, de tradipraticiens qui vont en fait abattardir et aggraver le tableau en entraînant des tableaux mixtes, donc on ne sait plus en fait s'ils sont sceptiques ou tumoraux. Donc, comment faire pour avoir un diagnostic? On a peu de moyens. Évidemment, dans la prise en charge des tumeurs, il y a l'âge qui a une importance très importante pour catégoriser la tumeur. On sait que les sarcomes ils touchent principalement les jeunes, alors que les chondrosarcomes touchent plutôt les patients âgés. Ensuite, évidemment, les antécédents, l'examen local, la palpation des errements millionnaires, la recherche d'autres lésions ou d'un cancer primitif. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'altération de l'état général, en fait, elle sera plus en faveur
localisation secondaire ou d'une infection, mais pas d'une tumeur osseuse primitive. Et les signes inflammatoires, évidemment, orienteront vers des lésions infectieuses chroniques qui sont aussi très fréquentes et qui peuvent être très trompeuses. Comme cette ostéomyélite du fémur diaphysaire, si on n'a pas l'habitude d'en voir, et le praticien qui vient exercer qu'en France ne voit pas d'ostéomyélite chronique avancée à l'âge adulte avec des séquestres osseux, parce que finalement, nous, on les prend en charge médicalement à temps et on n'arrive jamais au stade chirurgical. Et enfin, si on peut, on fera au moins une radiothoracique ou un scanner pour rechercher d'éventuelles localisations secondaires qui peuvent permettre de dire que c'est une pathologie maligne et éventuellement métastatique. Donc, devant une tumeur osseuse, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à la radio? Déjà, la radio va permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'une masse d'origine osseuse et pas des parties molles. Elle peut permettre d'aider à éliminer un diagnostic différentiel, donc le principal est l'infection osteoarticulaire. Et s'il s'agit d'une tumeur, même si elle ne permettra pas d'en donner la caractéristique exacte, elle va pouvoir donner définir son activité. Est-ce qu'elle est bénigne quiescente ou active, voire agressive, ou est-ce qu'elle est, à l'air en tout cas, plutôt maligne? Les signes de malignité sont bien connus. C'est la lésion qui est mal limitée, avec une réaction périostée et éventuellement un envahissement des parties molles. Ensuite, concernant l'activité, c'est surtout le liseré de sclérose périphérique qu'il va y avoir autour de la tumeur qui permettra de dire si on pense que la lésion est plutôt ancienne ou si elle est un petit peu active, s'il y a une zone un petit peu moins condensée. Si elle est agressive, il n'y a pas de liseré de sclérose, puisqu'en fait, la lésion progresse plus vite que l'os n'arrive à se reconstituer. Et si elle est maligne, elle a des contours flous avec une dissémination très rapide. Donc, les tumeurs osseuses bénignes agressives, c'est surtout la TCG de l'histosphère anévrismale, même si elle peut avoir des images assez inquiétantes comme cette tumeur du radius distal. Elles resteront limitées, elles peuvent bomber dans les parties molles, mais il restera toujours un fin liseré de périostome. Et là encore, on est content d'avoir un scanner pour voir, vous voyez que la lésion elle est limitée, alors que sur la radio, on peut se poser la question. La tumeur maligne, elle aura des contours flous, et elle peut avoir une matrice osseuse ou cartilagineuse qui donne l'origine de la tumeur. Quelques exemples des principales tumeurs bénignes quiescentes. Donc, là, la radiographie suffit à faire le diagnostic et à pouvoir rassurer le patient. Donc à gauche, le cortical défect, au milieu, l'ostéochondrome, ou l'exostose, et à droite, un encondrome du fémur distal. Aussi, l'encondrome, c'est souvent de découverte fortuite, mais il n'y a pas de symptomatologie, puisque c'est intramédulaire, c'est une tumeur d'origine cartilagineuse. Concernant les tumeurs bénignes actives, il y a la dysplasie fibreuse et le dystosso essentiel. On rencontre aussi, qui peuvent se traiter dans la plupart des cas pour lesquels il n'y a pas de traitement nécessaire. Souvent, le dystosso essentiel, il consolide après s'être fracturé. Et dans les tumeurs bénignes agressives, le dystosso anévrismal, la tumeur acide géante, assez fréquente qui est au milieu, et le chondroblastome. Donc, ici, c'est un chondroblastome de la glène, je ne le vois pas très bien. Ces tumeurs, elles peuvent nécessiter une prise en charge, à savoir un curetage comblement, pour éviter qu'elles ne soient à l'origine d'une fracture pathologique qui, elle, sera plus difficile à faire consolider. Concernant les tumeurs malignes, vous avez ici un exemple d'ostéosarcome, on voit bien les contours flous, l'envahissement des parties molles et la réaction périostée, et à droite, un sarcome d'Ewing, avec une radiographie clim, on voit le sarcome d'Ewing, diaphysaire. Ensuite, l'orientation diagnostique concernant les tumeurs des parties molles. Donc on sait que dans la plupart des cas, ça va être des tumeurs bénignes ou des infections. Les sarcomes des parties molles, ils sont très rares, déjà en France, mais apparemment en Afrique encore plus. Malheureusement, aucun examen d'imagerie ne permettra de faire la différence. Surtout que là, on ne bénéficiera que de l'échographie, qui aura en plus avec un opérateur qui ne sera pas forcément expérimenté. Et on n'aura pas d'examen à la patte, comme je vous l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La radio, ça permettra déjà d'éliminer une tumeur osseuse, parce qu'il y a des tumeurs des parties molles qui peuvent donner l'impression qu'elles sont issues de l'os. Une échographie, ça permettra au moins de voir si c'est une lésion liquidienne ou tissulaire, éventuellement d'orienter la lésion vers un lipome. Et ce qui peut se faire, comme ça fait partie des rares choses qu'on a sous la main, c'est de faire une ponction pour éliminer une infection chronique, notamment tuberculeuse. Et aussi mettre en évidence une lésion liquidienne. On a proposé ce petit algorithme, qui est un peu indigeste là au cours de présentation orale, mais qui sera utile pour les praticiens qui seront ou humanitaires ou militaires qui feront de l'aide médicale aux populations. Tout part de la radio. Ensuite, si c'est une tumeur des parties molles, comme on l'a dit, en fait, on aura juste la fonction de l'échographie qui permettront au moins de diagnostiquer une infection ou une lésion à contenu liquidien. Mais on ne pourra pas faire la différence entre une tumeur bénigne ou maligne. Si c'est une tumeur osseuse, on recherchera des signes radio de malignité. Si il y a des signes de malignité, on recherchera l'existence d'un primitif qui permettra de dire si c'est une lésion primitive et évidemment ou secondaire. Et enfin, si c'est une lésion qui a l'air plutôt bénigne, on recherchera des signes d'agressivité pour voir si cette lésion elle peut mettre en jeu la continuité osseuse. Alors, quelle attitude thérapeutique adopter?
Le principe élémentaire, vous l'avez compris, c'est de ne pas opérer une lésion qui n'est pas identifiée avec certitude, mais ce principe, évidemment, on ne peut pas l'appliquer, ou alors si on l'applique, on n'opère plus personne, puisqu'on n'aura jamais la certitude diagnostique. Cela dit, l'abstention restera souvent la meilleure des solutions, et si en tout cas le praticien déployé en milieu isolé et dans l'hésitation, il vaut mieux ne rien faire. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas réaliser un geste de propreté s'il y a une mise en jeu du pronostic vital, du fait d'une infection notamment. Et il faudra bien mesurer l'intérêt de l'intervention sur le plan fonctionnel, si elle est paralysée pour une urgence vitale, mais pour une fracture pathologique ou parce que la lésion est très invalidante, et sa répercussion sur le patient et son entourage. Il faut évidemment l'informer, ça paraît simple à dire, mais quand les patients ne parlent pas français, ils parlent que certains dialectes, il faut absolument avoir l'entourage qui est présent, et nous on le voit bien au chat, souvent c'est en fait le chef de la tribu qui décide si oui ou non on peut réaliser l'amputation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau socio-culturel, c'est qu'en Afrique, ils refusent très fréquemment les amputations chez les enfants, parce que quand on ampute un enfant, ça veut dire qu'on va avoir en fait une personne qui va falloir s'occuper toute sa vie, alors que pour les personnes plus âgées, qui sont déjà insérées dans la société, ils ont moins de mal à refuser l'amputation. Même si le pronostic vital est en jeu, ça nous a arrivé de proposer l'amputation parce qu'il y avait des lésions pour lesquelles on savait que les enfants allaient mourir rapidement, tumoralement, et ça c'est systématiquement refusé. En situation dégradée, enfin, le seul moyen chirurgical qu'on aura, c'est éventuellement l'ostéosynthèse dans de rares cas, ou sinon l'amputation. Donc, la prise en charge d'une tumeur osseuse en situation précaire, si elle est bénigne, on va regarder si elle est agressive ou non. Si elle est agressive, on pourra réaliser un curetage, éventuellement un comblement au ciment, avec, si possible, une ostéosynthèse en plus. Si jamais c'est une lésion quiescente, il faudra évidemment s'abstenir, réaliser l'exérèse d'une exostose très gênante, éventuellement si on est dans des conditions pas très mauvaises. Pour une tumeur suspectée maligne, si elle est primitive avec un bilan, en fait, peu importe le bilan d'extension, s'il n'y a pas de demande fonctionnelle, il faudra s'abstenir de réaliser un geste chirurgical, et ça c'est vraiment je reviendrai dessus, mais c'est vraiment la chose pour laquelle on le sollicite le plus. Si une fracture pathologique, ça peut mener à l'amputation plus rapidement. Et si c'est une lésion secondaire, il faudra, en dehors du risque fracturaire, s'abstenir. Finalement, ça rejoint un peu les recommandations qu'on a en France. Enfin, même dans les rares formes qui sont vues précocement, la réalisation d'une exérèse carcinologique large, elle sera limitée par l'absence de possibilité de reconstruction. Et souvent, vous voyez, quand on voit une lésion à ce stade-là, chez un enfant de 6 ans, on va lui proposer une désarticulation, alors que vu l'évolution locale, on se trouve bien qu'elle risque de mourir assez rapidement. Et donc, les indications d'amputation sont finalement très limitées. Ce n'est pas un geste curatif, ça ne changera pas la survie globale, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, en fait, quand on voit ce patient qui vient pour un traumatisme du genou d'il y a un mois, on se doute bien qu'il y a quand même une histoire un peu douteuse derrière. Il y a des scarifications qui ont été faites par un tradipraticien, il y a le genou chaud. On se demande si c'est pas une ostéoarthrite ou effectivement une pseudarthrose. Bon, là on est la chance de pouvoir faire un scanner, c'était une Gemina. On voit clairement sur le scanner que c'est lié probablement plutôt d'une étiologie tumorale. Et le scanner thoracique laisse peu de doute sur son pronostic vital. Donc souvent on est sollicité par les praticiens qui sont face à des jeunes qui ont un probable ostéosarcome du fémur distal et dont la famille est demandeuse d'une amputation. C'est des jeunes de 20-30 ans. Il peut y avoir une demande importante en fonction du milieu socio-culturel. Très clairement, pour nous, il ne faut pas réaliser d'amputation sans avoir de diagnostic histologique et sans traitement adjuvant, parce qu'on n'améliorera pas la survie des patients. En revanche, on va les mutiler et on sera responsable de leur mutilation, et tout en sachant qu'ils finiront par mourir de leur pathologie. Pour les lésions des parties molles, c'est un petit peu simple. Donc, je suis pris par le temps, mais je fais un petit rappel pour les différents modes d'exérèse. Faire une exérèse intracapsulaire, donc on enlève vraiment juste la partie qui est à l'intérieur de la capsule sans même passer au-delà de celle-ci. Donc ça peut se faire pour les lipomes simples, mais ça n'a évidemment aucun intérêt carcinologique. Pour les lésions bénignes bien cloisonnées, l'exérèse marginale, on passe en fait en périphérie, mais sans enlever de tissu sain, est assez facile à réaliser. Et enfin, l'exérèse carcinologique, qui est standard pour les lésions malignes, elle ne doit pas être réalisée évidemment si on n'est pas sûr que la lésion est maligne. Et en plus, si on ne peut pas avoir d'IRM, c'est très difficile d'évaluer les marges à respecter et dans quel plan il va falloir passer. Et là encore, l'amputation, elle sera réalisée que pour les lésions très tardivement infectées. Donc en pratique, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire que des exérèses marginales, parce que si elle est bien faite, en fait, ça apportera le meilleur compromis. On sait même que
aussi une exercice marginale qui est faite en France pour un certain nombre des parties molles. Il n'y aura pas de reprise systématique. En fait, le patient, souvent, il sera suivi ensuite en centre de référence, mais on ne reprendra pas systématiquement les marges. Donc, là, dans le cadre du milieu dégradé, si c'est une tumeur bénigne, le traitement idéal il sera fait en limitant le risque de récidive. Et si c'est un sarcome, évidemment, ce ne sera pas le traitement idéal. Le taux de récidive sera plus important par rapport à l'exercice carcinologique, mais au prix d'un développement moins important. En conclusion, les tumeurs d'appareil locomoteur sans histologie ni traitement adjuvant, il faut vraiment les prendre en charge avec la plus grande prudence. Pour les lésions osseuses malignes, clairement l'abstention reste la règle. Et sauf si on ne se pose pas la question, si évidemment il y a une ostéoarthrite aiguë mettant en jeu le pronostic vital à court terme du patient. Et pour les lésions des parties molles, finalement une exérèse marginale peut s'envisager. Dans la plupart des cas, il ne sera pas péjoratif dans tous les cas sur l'évolution de la maladie. Je vous remercie de votre attention. C'est extrêmement intéressant comme sujet et vous l'appliquez pour un praticien qui part en opération et qui va avoir affaire à des populations locales. Mais ce message doit aussi pouvoir être passé d'une manière ou d'une autre aux chirurgiens locaux. Moi j'ai l'expérience de Jamina, j'ai été dans plusieurs jurys de thèse qui portent sur ce sujet et où on a dit qu'il y avait l'ambiguïté des familles qui pouvaient refuser effectivement l'amputation, mais inversement, on a des familles qui viennent à l'amputation. Et ceci, je crois que c'est possible, bien entendu. Donc il y a là, je pense, un message qui est très important à faire passer vis-à-vis des praticiens civils, et notamment, par exemple, le Tchad. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a publié ce papier dans l'International Ortho, donc on sait qu'il est lu. Enfin, parce que pour moi, c'est qu'au début, ils le mettent dans des revues plutôt africaines, justement, pour essayer d'avoir un lectorat. Et en fait, ça a été plutôt mal pris. Enfin, même avec des remarques éthiques en nous disant non, il vaut mieux miser sur la chaîne de l'espoir. Enfin, il y a toujours moyen de trouver la chimio, mais en pratique, il suffit d'avoir été une fois. Et Laurent Mathieu, qui a écrit l'article avec moi, lui, parce qu'au Bénin, c'est l'absence de réalité du terrain concrète, c'est que de dire ça. Et en pratique, on a quand même besoin d'aider. Évidemment, c'est toujours mieux de pouvoir envoyer les gens dans des endroits où ils vont être pris en charge. Mais on se rend compte qu'il y a quand même il y a certains patients qui se voilent un peu la face en se laissant croire qu'ils pourront apporter le mieux aux patients. Finalement, on a eu moins de mal à l'appliquer dans un truc américain. Jean-Pierre Zendo, commentaire peut-être. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet typique pour nos RCF, et c'est une cordialement invité à venir présenter ça le lundi 28 novembre. Alors, sans doute un peu délicat à aborder en direct le jeudi avec nos collègues africains francophones, enfin, c'est notre vision qui est extrêmement pratique et argumentée, et on pourra que les intéresser. Merci.